Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo correction donc d'un examen donc de l'université de Poitiers en première année de licence et bien sûr ce sont des mathématiques, des mathématiques pures. Donc comme d'habitude vous avez le lien de l'énoncé dans la description de la vidéo. Donc c'est un abonné qui m'a envoyé cet examen. Donc je dis donc il vient de l'université donc de Poitiers, c'est de la première année. Alors on va revoir quand même pas mal de notions, intégration par partie, fonction réciproque, un petit exercice de micro avec du surplus, consommateur, producteur et une petite optimisation avec un Lagrangien. Petite parenthèse, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai été vérifié vite fait sur internet parce que j'ai un autre abonné qui vient de l'université de Panthéon-Arras. Et bien il y a quelque chose qui m'a surpris. C'est qu'à l'université de Panthéon-Arras, quand j'étais voir le programme de licence 3 en mathématiques, eh bien, il était marqué optimisation sous contrainte, multiplicateur de Lagrange. Donc, à l'université de Panthéon-Arras, c'est en troisième année qu'ils voient les optimisations sous contrainte avec le Lagrangien, la matrice hessienne, etc. Alors que par exemple, à l'université de Poitiers, c'est en première année. C'est fou quand même. Ça m'a surpris. Bon, en plus, c'était un parcours éco-gestion, donc bon, bref. Donc c'est bon, vous avez l'exercice sous les yeux. Eh bien, c'est parti. Donc premier exercice, c'est une intégration par partie. Donc on veut l'intégrale donc de 1/2 à exponentielle de 3 sur 2. Alors attention, c'est l'exponentielle 3 qui divise 2. C'est pas l'exponentielle de 3/2. C'est l'exponentielle 3, le tout divisé par 2. Non, parce que je me suis fait avoir. J'avais dû demander confirmation moi-même à l'abonné. Donc de 12x carré ln de 2x dx. Bon, effectivement, quand on voit ce genre d'intégrale, franchement, l'intégration par partie, bah, c'est parfait. Il n'y a même pas besoin en fait de le demander. Ça coule de source puisque vous pouvez pas en fait déterminer la primitive de ça directement. Donc forcément, on pourrait penser au changement de variable, mais là, c'est pas du tout adapté. Il n'y a rien à faire. Je rappelle quand même vite fait. Donc la formule, je vous rappelle que l'intégrale donc de u'v, c'est égal donc à u fois v moins l'intégrale de u v'. Ça, c'est la formule de l'intégration par partie. Donc, je dois poser u' et v. Hop. Alors, sachant que le v, que je vais choisir, je vais devoir le dériver. Et le u', je vais devoir le primitiver. Donc, il est évident que vous allez choisir, comme d'habitude, le v qui se dérive facilement. C'est-à-dire celui qui sera le moins gênant pour nous à traiter. Ok? Bon, imaginons que vous disiez, allez, moi je prends u' ln. Ça veut dire que vous allez devoir déterminer la primitive d'un ln. Mais ça, c'est pas de votre niveau, de déterminer la primitive d'un logarithme de ln de u. Donc il est évident qu'on choisit le v, on choisit comme v le logarithme, sans hésitation. Pourquoi? Parce qu'on sait que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Autrement dit, en dérivant un ln, on se débarrasse du ln. Donc s'il vous plaît, lorsque vous devez faire des intégrations par partie avec des logarithmes népériens, choisissez toujours le logarithme népérien comme le v. Parce qu'en le dérivant, il disparaît. Et 2 sur 2x, ça fait encore 1 sur x. Okay. Donc le u', je n'ai pas le choix, je vais devoir choisir 12x carré. La primitive de 12x carré, ça fait 12 multiplié par x3 sur 3. Et 12 sur 3, ça fait 4. Donc ça fait 4x cube. Et donc j'ai tout ce qu'il faut. Donc i sera égal à quoi? Donc à u fois v, donc 4x cube multiplié par ln de 2x entre 1/2 exponentielle de 3 sur 2, moins l'intégrale sur 1/2 exponentielle de 3 sur 2 de uv', donc de 4x cube multiplié par 1 sur x dx. Ok? Donc là, on peut déjà commencer à remplacer tranquillement. Donc vous savez que là, entre crochets, donc on va dire grand F de x, elle a une primitive dont la constante est nulle. Donc la primitive, donc vous savez que vous remplacez d'abord par la borne supérieure et ensuite vous remplacez par la borne inférieure et vous soustrayez les deux. Alors on y va, donc on aura 4. Alors attention, mettez des parenthèses, je vous le conseille. Donc exponentielle 3 sur 2 puissance 3, ln
de 2 fois exponentielle de 3. Attendez, je vais plutôt écrire comme ça, ce sera mieux. Hop, sur 2. Voilà, ok. Moins, et je remplace par 1/2. Donc je mets des crochets. Donc 4 multiplié par 1/2 au cube, ln de 2 fois 1/2. Ça va? Pour la première partie. Moins, hein, donc là, pour ceux qui seraient perdus, je suis ici, hein, au moins 2. Hop, ici. Alors, 4x cube multiplié par 1 sur x. Ça se simplifie, non? Hein? En fait, vous allez pouvoir... Donc, en fait, ça fait 4x cube. Alors, attendez, parce que j'ai pas envie d'effacer quelque chose. Donc, je vais le mettre là. Donc, en fait, ça fait 4x cube sur x. C'est la même chose. Donc, en fait, là, j'enlève le x et là, j'enlève une puissance. Donc, ça fait 4x carré. Or, la primitive de 4x carré, c'est 4x cube sur 3. Ouais. Alors, on peut commencer à simplifier. Après, je vais devoir effacer, hein, j'aurai plus la place. Donc, 4 multiplié par quoi? Là, la puissance, je vais la distribuer. Okay, je vous rappelle que a sur b puissance n, c'est a puissance n sur b puissance n. Donc, je vais avoir exponentielle 3 puissance 3. Selon les propriétés des exponentielles, les deux puissances se multiplient. Donc, en fait, exponentielle 3 puissance 3, ça fait exponentielle 9. Sur 2 au cube, ça fait 8. ln, 2 sur 2, ça disparaît. Donc, il reste ln d'exponentielle 3. Moins 4 multiplié par 1/2 au cube, ça fait 1/8. ln, 2 sur 2, ça s'annule, donc il reste ln de 1. Ça fait 0, mais j'y vais doucement. Moins, je suis ici, hein. Et là, on y va, donc rebelote, on remplace. Donc, on aura 4 multiplié, alors attention, hein, parce que c'est pas... attendez, 4, oui, c'est bon. Donc, 4. Donc, le x, je remplace par exponentielle 3 sur 2 au cube sur 3. OK? Moins 4 multiplié par 1/2 au cube sur 3. Vous pouvez aussi écrire 4 tiers multiplié par... Voilà, peu importe, c'est selon vos envies, vos goûts, vos préférences. Ça va? Donc là, j'ai besoin de place. Hop là. Donc je reprends en haut. Hein. Égal. Alors, ln de exponentielle 3, le ln et l'exponentielle s'annulent. Donc il va rester 3. OK? Donc j'aurai 4 fois 3. Ça fait 12. Et donc j'aurai 12 huitièmes. J'y vais doucement. Hein. 12 huitièmes exponentielle 9. Moins 4 huitièmes. Ça fait 1/2. ln, oui, pardon. ln de 1, ça fait 0. Donc en fait, tout ça, là, ça disparaît. Moins. Alors ici, c'est pareil. Donc moins 4 tiers. Le 4 et le 3, je peux le regrouper donc en disant ça fait 4 tiers. Multiplié donc par exponentielle. Je ne vais pas aller trop vite. Donc exponentielle 3 sur 2 au cube. Moins, ça fait plus. Plus 4 tiers, multiplié par 1/2 au cube, et ça on sait que ça fait 1/8. Oui, ça se simplifie assez bien. Hein. Alors, du coup, 12 huitièmes, donc ça fait 6 quarts, et 6 quarts, ça fait 3/2. Donc on a 3/2 exponentielle 9, moins 4 tiers multiplié par exponentielle 9 sur 8, plus 4 sur 24. 4 sur 24, pour encore écrire 1/6 tout de suite. Hop là.
Donc, on a exponentielle 9, exponentielle 9. Donc, je vais factoriser par exponentielle 9. Donc, exponentielle 9 facteur de quoi? De 3 demi. Moins 4 sur 3 fois 8, 24. Ça fait un sixième. Okay. Et là, plus un sixième. Et donc, résultat, exponentielle 9. Donc, 3 demi moins 1 sixième, ça fait 4 tiers. Voilà. Vous pouvez mettre le 4 tiers devant l'exponentielle, c'est pas gênant. C'est même mieux, c'est même plus logique. Voilà, voilà. Pour l'exercice, pour l'intégration par partie, qui nous aura pris quand même quasiment 10 minutes. Je ne sais plus la durée de l'examen. Ça va? Allez. Donc exercice 2, une fonction réciproque. Alors, h de y. Donc h de y est égal à 5 sur ln de 3y plus 2. Et son domaine, c'est moins 1 tiers plus l'infini exclu. Et on vous demande de déterminer la fonction réciproque en indiquant bien sûr le domaine de définition de la fonction réciproque. Bah, normalement, on peut commencer par le domaine de définition de la fonction réciproque. Pourquoi? Parce que le domaine de définition de la fonction réciproque, il suffit en fait de remplacer, de calculer les images des bornes du domaine de H. Okay? Donc je répète, le domaine de définition de la réciproque, il suffirait en fait de déterminer les images des bornes du domaine de H. Sauf que ces bornes sont exclues. Parce qu'effectivement, si vous remplacez par moins 1 tiers, vous allez avoir 3 fois moins 1 tiers, ça fait moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. Et on ne peut pas diviser par 0. Eh bien, au lieu de calculer des images, je vais tout simplement calculer des limites. Donc, commençons par le domaine de h-1, c'est-à-dire la fonction réciproque de h. Donc, on va calculer la limite lorsque, j'allais dire x, on est tellement habitué, non, lorsque y tend vers moins 1 tiers, mais alors pas moins 1 tiers, moins 1 tiers plus. Parce qu'on est, en fait, on commence à moins 1 tiers, mais on est juste après moins 1 tiers, donc c'est moins 1 tiers plus. Donc de h de y. Alors, c'est le dénominateur qui est un petit peu compliqué à comprendre, vous allez voir. Bon, ce que je mets en vert, ne le notez pas sur votre copie, hein, mais uniquement sur votre brouillon. Alors, vous êtes d'accord avec moi que moins 1 tiers plus, on peut dire, donc 1 tiers, ça fait 0,33. On va dire ça comme ça. Donc moins 1 tiers, ça fait moins 0,33. Si je fais 3 multiplié par moins 0, faites sur la calculatrice. 3, vous tapez ça. Faites 3 multiplié par moins 0, 3, 3, 3, et vous mettez un 2. Si je mets un 2, c'est que je suis effectivement juste après moins 1 tiers. Okay, ça, c'est plus grand que moins 1 tiers. Et vous ajoutez 2. Ouais. Eh bien, normalement, vous allez trouver quelque chose qui est très proche de 0. Pardon, quelque chose qui est très proche de 1, autant pour moi. Mais qui est au-dessus de 1. Genre, vous allez trouver 1,001, quelque chose comme ça. Okay. Autrement dit, donc si vous tapez ça sur votre calculatrice, quelque chose comme ça, parce qu'on n'a pas le choix, pour déterminer parfois certaines limites, il faut en fait prendre une valeur exemple, hein, une valeur illustrative, on va l'appeler comme ça, et on remplace, et puis on voit à peu près ce que ça donne. Ouais. Et donc vous allez tomber sur 1 plus. Sauf que ln de 1, ça fait 0. Mais ln de 1 plus, ça donne quoi? Ben, ça va donner 0, mais 0 plus. Ok? Donc le dénominateur, en fait, va tendre vers 0 plus, en moins 1 tiers plus. Ok? Là, je ne peux pas expliquer plus simplement. Voilà, là, je ne peux pas plus vulgariser que ça. Donc, alors bien sûr, vous, ça c'est sur votre brouillon. Hein. Maintenant, pour le justifier, on va décomposer. Donc, la limite lorsque... Ah, mais c'est pas possible que je mette des x.
y tend vers moins 1 tiers plus de... on va étaler. Donc on va déjà dire 3y plus 2, ça fait 1 plus. Okay. Donc la limite quand y tend vers moins 1 tiers plus de ln de 3y plus 2, pardon, excusez-moi pour hop, ça fera 0 plus. Okay. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis juste à côté. Hop. Voilà. 5 divisé par 0 plus. 5 divisé par 0 plus, ça fait plus l'infini. Donc conclusion, hein, la limite lorsque y tend vers moins 1 tiers plus de h de y, ça fait plus l'infini. Voilà. Et donc j'ai trouvé une borne du domaine de définition de la réciproque. Alors du coup je dois calculer maintenant la limite en plus l'infini pour avoir la seconde borne. Alors là ça va être rapide. Bon, bah 3 fois plus l'infini, ça fait l'infini. L'infini plus 2, ça fait l'infini. Ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. 5 sur plus l'infini, ça fait 0. Voilà. Donc, vous décomposez, hein, voilà, vous calculez, vous dites d'abord limite du dénominateur, etc. Et donc, hop, on aura 0. Ce qui fait donc que le domaine de la réciproque, ce sera 0 plus l'infini. Bien sûr, comme les deux bornes de H sont ouvertes, les deux bornes de la réciproque sont ouvertes. Bon, ça c'est une bonne chose de fait. Et donc maintenant, déterminons cette réciproque. Alors, au lieu de h de y, je vais poser un x, donc égal 5 sur ln de 3y plus 2. Et l'objectif, lorsqu'on cherche à déterminer une fonction réciproque, ici en l'occurrence, c'est que je vais chercher à exprimer y comme une fonction de x. Là, j'ai x en fonction de y, et bien je vais chercher l'inverse, la réciproque, y en fonction de x. Alors le ln, là, au dénominateur, je le fais passer à gauche, donc on aura x multiplié par ln de 3y plus 2 est égal à 5. Le x, je le refais passer à droite, donc on aura ln de 3y plus 2 est égal à 5 sur x. Je dois me débarrasser du ln, je passe à l'exponentielle. Donc là, il va rester 3y plus 2, et à droite, donc on aura exponentielle de 5 sur x. Bon, voilà, c'est terminé. Hein. 3y égale exponentielle de 5 sur x moins 2. Et donc y égale exponentielle de 5 sur x moins 2 sur 3. Conclusion, h moins 1 de x. Ah oui, parce que la fonction, elle, dépend de y, sa variable c'est y, mais la réciproque, elle, sa variable c'est x. Ok? C'est donc exponentielle de 5 sur x moins 2 sur 3. Voilà. Je trouve limite que trouver le domaine de définition, c'était plus difficile que trouver la réciproque. Surtout pour la première limite. C'est vrai que c'était un peu spé. Bien. Alors, un petit exercice de microéconomie. En fait, c'est le dernier exercice de l'examen, si vous regardez bien, qui est un petit peu relou là, avec l'optimisation du Lagrangien. Alors, on vous donne donc une fonction d'offre de prix d'ailleurs. Donc, x carré sur 18 plus 2, donc déjà on sait que ce n'est pas une droite. On vous donne la fonction de demande, mais la fonction de demande se décompose en deux parties.
10 moins 5Q sur 3 pour Q compris entre 0 et 3. Attention, 3 exclu. Et 6 moins Q sur 3 pour les quantités supérieures ou égales à 3. Et la première question, c'est qu'on vous demande de remplir un tableau de valeurs. Je ne pense pas que ce soit la question la plus difficile. Et de déterminer, bien sûr, les valeurs d'équilibre. Donc, Q va de 0 à 8. Voilà. Et donc, on vous donne quelques valeurs, déjà. Et donc, bien sûr, on va remplacer les différentes valeurs de Q dans les fonctions. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis X et Q carré Hop, voilà. Alors, on vous donne, si je dis pas de bêtises, on vous donne le 2, là, ça fait 2,22, 2,88, 4,72. Là, on vous donne 10, 5 pour 3 et 4,33 pour 5. Bon, écoutez, là, avec vos calculatrices, vous allez dans le menu table, vous rentrez les fonctions, vous allez de 0 à 8, hop, vous avez le tableau qui apparaît sur votre calculatrice, et là, c'est terminé. Hop, vous remplacez. Ok, je vous fais confiance. Donc, vous allez avoir 2,056. Bon, pour l'offre, ça va, parce que la fonction, elle est unique. Pour la demande, après, j'expliquerai à quoi il faut faire attention, bien sûr. 2,5, 3, 39, 4 et 5,56. Donc, pour la demande, attention, la première, c'est jusque Q strictement inférieur à 3. Ça veut donc dire que pour la demande, vous utilisez la première, voilà, ici, jusque 2, puisque 3 n'est pas inclus. Donc, cette fonction-là, 10 moins 5Q sur 3, vous l'utilisez que pour 1 et 2. Donc, vous trouvez 8,23 et 6,67. Et à partir de 3, vous prenez la deuxième. Donc là, 4,67, 4, 3,67 et... oui, il était donné aussi le dernier. Je fais attention. Il fait un petit peu sombre aujourd'hui. 3,33. Bien. Bah, écoutez, où se trouve l'équilibre? L'équilibre est donné par l'égalité entre l'offre et la demande. Écoutez, pour les prix d'offre et le prix de demande, ces deux prix sont égaux. Ici, 4, 4. Donc, hop, notre équilibre se situera ici. Donc, la quantité d'équilibre, ce sera 6. Et le prix d'équilibre, ce sera 4. Ok? Tout simplement. Ça va? Alors, on vous demande de représenter graphiquement les surplus. Bon, avant de représenter graphiquement les surplus, d'identifier graphiquement les zones de surplus, on va déjà représenter les deux fonctions. Alors, la demande, c'est deux droites. Parce que ça, c'est une droite, ça, c'est une fonction affine, et ça, c'est une autre fonction affine. On va déjà représenter l'offre. Donc, vous mettez bien sûr les quantités en abscisse et les prix en ordonnée. Alors, l'offre, ce n'est pas une droite. Parce qu'on voit déjà qu'on a un carré, donc en fait, c'est une fonction du second degré, un polynôme du second degré. Bon, écoutez, le mieux, parce que vous avez vu dans l'examen, dans le fichier, là, vous avez un joli graphique, là, et vous avez clairement des carreaux, vous voyez, donc c'est très précis. Encore une fois, je vous dis, vous faites, de toute façon, vous avez déjà le tableau de valeurs ici, donc vous placez vos valeurs de Q, vous placez vos points. Moi, je ne le fais pas parce que je suis sur un tableau blanc, donc voilà. Et vous allez obtenir quelque chose normalement. Donc ici, le minimum, c'est 2. Et voilà, vous allez obtenir quelque chose à peu près comme ça, si je ne me trompe pas. Et pour la demande, c'est pareil. Donc le maximum ici, le P, c'est 6. Donc attention, comme ça change, les pentes vont changer, mais c'est tout à fait normal, ne soyez pas surpris. Vous allez avoir quelque chose plutôt comme ça. Et après, quelque chose de plus
de plus horizontale. Ok. Alors, je vais avoir besoin de plusieurs valeurs pour les surplus. Donc déjà, je vais placer l'équilibre ici. Donc, la quantité d'équilibre, c'est 6. Et le prix d'équilibre, c'est 4. Bon, vous avez vu que je ne suis pas à l'échelle, moi, mais c'est normal. Alors, le surplus du consommateur, bah, c'est très simple. Hein, ça, normalement, vous devez le savoir. Le surplus du consommateur, c'est la différence, en gros, entre le prix maximal, le prix d'équilibre et les quantités d'équilibre. Autrement dit, c'est l'air qui se trouve sous la courbe de demande et au-dessus du prix d'équilibre. Voilà, ça en rouge, c'est le surplus du consommateur. Et le surplus du producteur, lui, c'est la différence entre l'équilibre et la courbe d'offre. Donc, il est ici en vert. Hein. C'est pas très visible, mais bon, ça devrait aller. Bon, c'est pas le plus important, hein. Là c'est bien beau de dessiner. Maintenant, c'est qu'il faut les calculer. Et j'aurais besoin donc d'une valeur importante pour le surplus du consommateur, c'est celle-ci là, lorsqu'on change de droite. C'est-à-dire pour Q égale 3. Et donc je sais que pour Q égale 3, le prix vaut 5. Voilà, donc j'aurais besoin de ça. Ok. Alors le surplus, on va commencer par le surplus du consommateur. Sur le surplus du producteur, il faut faire une intégrale. Alors le surplus du consommateur, en fait, il y a 3 morceaux. Il y a le morceau qui est au-dessus de 5, le triangle rectangle, et il y a un trapèze. Mais bon, peut-être certains ont oublié la formule de l'aire d'un trapèze. Ben, c'est pas grave, on peut décomposer. Regardez, ce que vous pouvez faire, donc là on a le triangle rectangle, c'est clair. On peut aussi dire, regardez, c'est le carré qui est là, qui est ici. Là. Enfin, le rectangle, pardon. Vous avez un rectangle, et vous avez un autre triangle rectangle ici. Voilà. Donc on peut décomposer en fait en 3 morceaux. Un triangle rectangle et un triangle rectangle. Voilà. Et donc là, normalement, vous connaissez vos formules. Il n'y a pas de problème. Donc pour le premier triangle rectangle, donc on va faire 6 moins 5. Ok. En fait, vous savez que l'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Donc l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc là, peu importe comment vous l'appelez, si vous l'appelez longueur ou largeur, on va laisser la largeur. Donc vous faites 6 moins 5, multiplié par la longueur, bah, vous voyez bien qu'on s'arrête à 3, donc la longueur vaut 3, et on divise par 2. Plus le rectangle, bah, longueur fois largeur, donc le rectangle il vaut 5 moins 4, donc ça fait 1 pour la largeur, et la longueur vaut 3. Okay. Et le dernier triangle rectangle, là, sa longueur, donc on sait qu'on va diviser par 2, je vais bouger ma tête après. Hein. Donc on va faire 6 moins 3, multiplié par 5 moins 4, c'est-à-dire 1. Voilà. Vous tapez tout ça et vous trouvez 6. Voilà. Je vais refaire le graphique pour le surplus du producteur. Je vais refaire le graphique. Bien, donc j'efface le surplus du consommateur et je refais un graphique. Donc là on a 3, là on a 5, là on a 6, et là on a 4. Et donc on a dit que le surplus du producteur, c'était la partie qui était ici. Ok? Cette partie verte. Alors, comment trouver l'air? Le problème, c'est que l'offre, c'est une courbe, c'est pas une droite. Donc je ne peux pas utiliser les formules des aires de triangle rectangle, etc. Ça ne marche pas. C'est pour ça que comme c'est une courbe, vous savez que l'air sous une courbe, c'est une intégrale. Donc c'est pour ça qu'on va devoir utiliser l'intégrale. Bon, d'abord, comment je vais m'en sortir? Comment je peux
résumer cette zone verte? Comment je peux déterminer cette zone verte? Bah, je peux dire que c'est tout le rectangle qui est ici, là, le rectangle que je fais en rouge. Ok? C'est tout ce rectangle-là, auquel j'enlève, il suffit d'enlever quoi? Bah, la zone bleue qui est ici. Ok? Si vous prenez l'air rouge, l'air du rectangle rouge, et que vous enlevez l'air en bleu, bah, il vous reste l'air qui est en vert. Alors, l'air qui est en rouge, bah, c'est l'air d'un rectangle. Donc c'est longueur fois largeur. Donc la largeur, on va dire que ça c'est la largeur à chaque fois. Ça fait 4 et la longueur vaut 6. En gros, c'est le prix d'équilibre multiplié par la quantité d'équilibre. Mais je dois enlever quoi? L'air qui est en bleu. Mais l'air qui est en bleu, c'est quoi? Eh bien, c'est une intégrale. C'est l'intégrale entre 0 et 6 de quoi? Eh bien, de la fonction d'offre. De q carré sur 18 plus 2. Et on est gentil, on écrit dq. Donc ça fait 24 moins, bon, je pense pas que ce soit la primitive la plus compliquée, donc q carré sur 18, vous allez avoir en fait q3 sur 3 fois 18, plus 2q, entre 0 et 6. Donc ça fera 24 moins 6 au cube sur 3 fois 18 plus 2 fois 6. Et 0, cherchez pas, si vous remplacez par 0, ça fait 0. Vous tapez tout ça et vous obtenez 8. Et oui, le surplus du producteur est plus grand que le surplus du consommateur. Ah, ça se voit pas, ça c'est sûr. Mais bon, je ne suis pas à l'échelle non plus. Hein, donc, Voilà. Ça va? Bon, le dernier exercice. Optimisation sous contrainte. Matrice hessienne, tout le bordel. On connaît maintenant. Alors, je vous laisse, mettez sur pause. Je vous laisse lire tranquillement les noms, le début, là, le pavé. Et ensuite, moi, je vous résume ça en 2 secondes. Enfin, en 2 secondes. En quelques secondes. Donc, mettez sur pause ou même pas, allez-y. Je vous laisse comme ça. Ça, je regarde juste un petit peu. Pour qu'on soit d'accord. Lisez tranquillement. Hein. Allez, j'arrive, on attend. Bien. Pas facile, hein? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous résume ça. En gros, on nous dit qu'on utilise une quantité de L1, donc c'est quantité de travail, hein, pour produire un bien B1. Et une quantité L2 pour produire un bien B2. Ouais. On nous dit qu'il y a 100 heures de travail en tout, et donc L1 plus L2 est égal à 100. On nous donne le salaire horaire qui vaut 20. Et on nous donne le prix des biens. Donc le prix du bien 1, c'est 10. Et le prix du bien 2, c'est 20. Et on nous donne aussi les fonctions de production. On nous dit que Q1, c'est 20 ln de L1. Et que Q2, c'est 40 ln de L2. Bien. Donc en gros, on a la quantité L1 qui produit B1, L2 qui produit B2. Okay. On a la fonction de production de B1, la fonction de production de B2. On a le salaire horaire. On sait que L1 plus L2 est égal à 100. Et on a le prix du bien 1 et le prix du bien 2. Le prix de vente, bien sûr. Et on vous demande d'écrire la fonction de recette en fonction de L1 et de L2. La fonction de recette en fonction de L1 et de L2. La recette, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? Bah, c'est le prix de vente multiplié par les quantités de vente. Okay, le chiffre d'affaires, alors vous vendez une banane 50 centimes et vous en vendez 20. C'est quoi le chiffre d'affaires? Bah, c'est 50 centimes fois 20. Donc la recette, c'est quoi? Bah, c'est le prix du bien 1 multiplié par la quantité du bien 1.
Bien sûr, la dernière phrase est importante. Relisez-la. On vous dit quoi? Tout ce qu'on produit est vendu. Non, mais c'est important. C'est important. Ne négligez pas cette information. Mais en même temps, en micro, voilà, c'est toujours comme ça. Donc, c'est P1 fois Q1. Et plus P2 fois Q2. P1 vaut 10. Et Q1 vaut 20 ln de L1. P2 vaut 20. Et Q2 vaut 40 ln de L2. Donc, ça fait 200 ln de L1 plus 800 ln de L2. Voilà. Ça, c'est votre recette totale, votre chiffre d'affaires. Et du coup, on vous demande d'en déduire la fonction de profit. Ce qui est logique, hein, tout ça, ça coule de source. Hein. Le profit, c'est la recette. Moins les coûts. Ah, c'est quoi les coûts? Ici. C'est la quantité de travail. Puisque vous utilisez du travail pour produire. Donc le coût, elle est lié directement à la quantité de travail. Sauf que ces travailleurs, il faut bien les payer. Et on sait qu'on les paye à... Leur salaire horaire, c'est 20. Ok? Donc le coût, c'est quoi? C'est 20 multiplié par L1 plus 20 multiplié par L2. Voilà, c'est ça le coût total. Voilà, vous avez votre fonction de profit. Vous voyez alors là, une fois qu'on a ça, après ça y est, c'est parti là. On connaît maintenant les formules, le Lagrangien, voilà, ça va couler de source, hein, comme on dit. D'ailleurs, on vous demande d'écrire le Lagrangien. Et on vous dit que la contrainte, on vous donne la contrainte, c'est L1 plus, en fait c'est la contrainte horaire, L1 plus L2 égale 100. Et donc le Lagrangien, c'est quoi? Ça sera votre fonction de profit que vous devez, parce que le but c'est de maximiser le profit. Donc on va optimiser le profit. Donc le Lagrangien, on écrit la fonction de profit. Vous êtes habitué maintenant, si vous avez suivi mes vidéos. 2, donc moins, donc excusez-moi, je distribue le moins, donc ça fait moins 20 L1, moins 20 L2. Plus, on va enfin l'écrire, le multiplicateur de Lagrange, fois la contrainte. Donc L1 plus L2 moins 100. Attention, ne mettez pas le égal, faites tout passer d'un côté quand vous écrivez la contrainte dans un Lagrangien. Voilà mon Lagrangien. Pas beau? Écoutez, ça y est, c'est parti, on nous demande de chercher les points critiques. Allez, on va dériver par rapport à L1, on va dériver par rapport à L2, on va dériver par rapport à lambda, on va résoudre tout ça, et on aura le point critique, parce que de toute façon il n'y en aura qu'un, le point critique de ce Lagrangien. Ça va? C'était le début qui était compliqué à comprendre. Donc, on y va. Donc, comme d'habitude, on dérive le Lagrangien par rapport à L1 égale 0. On dérive le Lagrangien par rapport à L2 égale 0. Et on dérive le Lagrangien par rapport à lambda égale 0. Bien sûr, c'est normal qu'on dérive par rapport à L1 et L2, puisque ce sont les variables qui m'intéressent. Et puis de toute façon, j'ai que ça comme variable. Alors, donc attention, ln de L1, la dérivée, ça fait 1 sur L1. Donc on aura 200 sur L1, 800 ln de 2, ça disparaît. 800 ln de, ln de L2, ça disparaît, ça fait 0. Moins 20 L1, ça fait moins 20. Moins 20 L2, ça disparaît. Lambda L1, il reste lambda. Par rapport à L2, donc L1, on s'en fout, ça s'annule. On aura 800 sur L2. Oui. Moins 20 L1, ça fait 0. Moins 20 L2, ça fait moins 20. Et on aura aussi plus lambda. Et là, lambda, vous réécrivez la contrainte, tout simplement, vous le savez maintenant. C'est L1 plus L2, moins 100 égale 0. Je vais juste faire passer les lambda à droite. Donc on aura 200 sur L1 moins 20 égale moins lambda. Ici, on aura 800 sur L2 moins 20 égale moins lambda. Et ici, on ne touche pas. J'étais tellement dans l'élan de faire passer les choses de l'autre côté qu'il y aurait eu 15 équations, on s'arrête là. Voilà. Et du coup, donc là, on va l'appeler l'équation 1, celle-ci l'équation 2. Et on va diviser les deux premières. Donc on va faire l'équation 1 sur l'équation 2. Donc on aura 200 sur L1 moins 20, le tout sur 800
sur L2 moins 20 égale moins lambda sur moins lambda. Bon, moi j'ai un tableau, donc je peux écrire 1. Moins lambda sur moins lambda, ça fait 1. Du coup, le dénominateur, je le fais passer à droite, comme il va être multiplié par 1, bah, en fait, voilà. Donc on aura 200 sur L1 moins 20 égale 800 sur L2 moins 20. Tout ça, normalement, vous êtes habitués. Hein. Moins 20, bah, ça va s'annuler, hein, ça va faire moins 20 plus 20. Donc il va rester 200 sur L1 égale 800 sur L2. Technique des diagonales. Donc on aura donc 200 L2 égale 800 L1. Et donc L2 sera égal à 800 sur 200, ce qui fait 4 L1. Voilà ma condition d'optimisation. Je prends la troisième et je remplace L2 par 4L1. Donc on aura L1 plus 4L1 égale 100. Je vous fais confiance, vous allez avoir 100 divisé par 5, ça fait 20. Sauf que si L1 vaut 20, L2 vaut 4 fois 20, donc L2 vaut 80. Voilà votre point critique. Il a pour coordonnées 20, 80. Ça va? Bien, on vous demande les dérivées secondes du Lagrangien pour pouvoir ensuite établir la matrice hessienne. Donc j'ai besoin de quoi? La dérivée seconde par rapport à L1. Alors ça a donné quoi? Donc vous prenez celle-ci, hein, la dérivée première, et vous la redérivez par rapport à L1. Moins 20, ça disparaît, lambda, ça disparaît, et vous devez dériver 200 sur L1. Normalement, vous devez savoir que ça fait moins 200 sur L1 carré. Parce que je vous rappelle que la dérivée de 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. Vous avez besoin de la dérivée seconde par rapport à L2. Bah, écoutez, ça va faire moins 20 plus lambda, c'est pareil. Donc là, ça fait moins 800 sur L2 carré. Vous avez besoin de la dérivée croisée, L1 par rapport à L2. Donc, c'est-à-dire vous prenez la dérivée première de L1 et vous la dérivez par rapport à L2. Il n'y a pas de L2. Bah, c'est-à-dire que tout ça, c'est une constante. Ça fait donc 0. Et vous avez besoin de la dérivée donc, de L1 par rapport à lambda. Donc, vous prenez L1, vous dérivez par rapport à lambda. Ça fait 1. Et même chose avec L2. Ça fait 1. Et là, j'ai tout ce qu'il faut pour écrire ma matrice hessienne. Alors, je vais juste remplacer par, je vais remplacer L1 et L2 par les valeurs du point critique. Okay. Donc, remplacer L1 par 20 et L2 par 80. Donc, moins 800 sur 80 au carré, ça fait moins 0,125. Et moins 200 sur 20 au carré, ça fait moins 0,5. Ok. Et donc, la matrice hessienne, ce sera le premier, là, moins 0,5. Vous mettez les dérivées croisées sur la première diagonale comme ça. Au milieu, vous mettez la dérivée seconde par rapport à L2. Je vais vite parce que tout ça, ça fait au moins 5-6 fois que je fais des vidéos là-dessus. Là, vous mettez les dérivées par rapport à lambda. Donc 1, 1. Là, vous n'hésitez pas, c'est toujours 0. Et là, vous recopiez les dérivées par rapport à lambda. Et vous avez votre matrice hessienne sous contrainte. On vous demande de vérifier que c'est bien un maximum, hein, que le profil est maximum. Je dois donc calculer tout simplement le déterminant de la matrice hessienne. Alors, donc ça va faire moins 0,5 multiplié par le déterminant de moins 0,125, 1, 1, 0.
plus 1 multiplié par le déterminant de 0, 1, moins 0, 125, 1. Vous êtes habitué aussi. Hein. Vous calculez ce déterminant et vous trouvez 0, 625. Si le déterminant est positif, ça veut bien dire que nous avons un maximum. Donc que le profit, au point critique, le profit est maximisé. Ouais, bien. Bon, voilà, donc c'est tout pour ça. C'était surtout le début de l'exercice, hein, moi qui m'intéressait à le faire comprendre, parce qu'après, je vous dis, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage, et on se dit bien sûr, comme d'habitude, à très bientôt.